Ladies and gentlemen, bonjour et bienvenue sur ce nouveau numéro du Journal d'un Vegan. J'espère que votre semaine s'est bien déroulée et quant à moi, je vous ai préparé ce petit mélange que vous appréciez tant où on a oscillé entre des choses à manger, de la culture, de l'humeur, des découvertes, de la restauration végane, enfin des trucs cool quoi. Et on va commencer sans plus attendre, si vous voulez bien. Donc, maintenant. Alors que, comme tous les mois, j'étais en train d'explorer les nouveaux produits sur le site de Coro, je me suis rendu compte, au moment où je cherchais mes boîtes de lentilles habituelles, qu'il y avait des nouveautés véganes, à savoir 2 références que je me suis empressé de commander pour pouvoir les tester. D'un côté, on a un ragoût de lentilles, qui est juste des lentilles cuisinées avec d'autres légumes. Et de l'autre, nous avons le chili sin carne, qui là est un chili avec du sétan dedans. Et ben, j'ai très envie de goûter ce chili. Voilà, ça je le garde pour une autre fois, mais je voulais comme vous signaler son existence, parce que c'est le genre de petit plat que je trouve très pratique. Quand on a la flemme, qu'on est fatigué, prendre juste une boîte et la réchauffer, ça va vite. Ça ne demande aucun effort et ça permet d'avoir quelque chose de bon dans le ventre. Enfin bon, espérons-le. Généralement, moi c'est ce que je fais en prenant des lentilles en conserve ou des haricots, c'est que je vais me préparer mon truc. Donc ça prend un peu plus de temps, mais au moins c'est déjà pré-cuit, ça va très très vite. Donc aujourd'hui, le chili sin carne. Alors, j'ai déjà lu la liste des ingrédients. Et nous sommes à 0,15% de piment, donc autant dire que selon mon goût, ça risque d'être amplement insuffisant pour en faire un chili digne de ce nom. Mais on va dire que c'est un défaut auquel je m'attendais et qu'il est facile de corriger. On peut dire que je suis bien équipé à ce niveau-là pour pouvoir lui donner le petit kick dont le chili aura certainement besoin. Mais au-delà du piment, parce que le chili ce n'est pas que ça, on va voir ce que ça vaut en termes de texture et de goût. Bon alors, voyons. Bon là, forcément, c'est pas le moment le plus glamour. On vide la boîte et on va observer ce qu'on a. Bon, très clairement, on voit les haricots rouges. Il y a aussi les petits morceaux de pommes de terre. Il y a du maïs. On voit les petits morceaux de sétan. Il y a la sauce. L'odeur est pas mauvaise. C'est conforme à ce à quoi je m'attendais. Donc, je réchauffe et on goûte. Ça va assez vite. Ouh. On voit que la sauce a épaissi un petit peu. Oh, ça a l'air bien. Bon, voilà. Bon, c'est une bonne tête, hein. Ça manque peut-être un peu de haricots quand même. Oui, parce que pour moi, quand même, un chili, c'est avant tout du haricot. Hein, mais là, il y a un équilibre entre les différents ingrédients. Donc, j'espère que c'est plaisant en bouche. Ça sent pas mauvais du tout. Alors au niveau de la portion, comme on pouvait s'en douter quand même, une petite boîte de conserve comme ça, c'est vraiment une dose individuelle. Vous voyez, j'ai rempli mon assiette comme il se doit. Honnêtement, je sais pas si j'aurai encore faim après ça, mais de manière prévisionnelle, je me dis un petit peu de riz à côté pour compléter, ce serait parfait. Goûtons, allez. Pas se brûler non plus. Hey, c'est une bonne surprise au niveau des goûts. Dans le chili, en fait, l'épice qui ressort le plus, hormis le piment, c'est normalement un peu le cumin. Et là, je le ressens bien. J'ai le cumin. Il y a une légère, très légère chauffe de piment, mais c'est présent. Donc, on n'est pas sur un truc comme je déteste certains chilis qui ont plutôt des notes un peu sucrées, trop rondes. Là, pas du tout. On a le côté un peu tomate, un peu concentré, c'est capiteux en bouche. L'ail, le cumin, le piment, c'est bien à l'équilibre. La mâche des haricots est bien, c'est pas de la purée non plus. J'ai eu le petit morceau de sétan conforme à mes attentes, c'est du sétan, hein, mais ça fait bien le boulot. Je reprends une petite cuillère. En celui-ci, il y a aussi du maïs. Ça dépend des écoles, on va dire. Moi, je suis pas fan du maïs, mais ça passe bien. Les petits morceaux de poivron. Ouais, c'est chouette. La pomme de terre est bien fondante, mais elle se délite pas non plus. Pour moi, c'est conforme à mes attentes, avec même une note plus positive qu'attendue. On a un truc qui tient la route, qui a du goût, qui a de la texture,
qui fait plaisir à manger, c'est simple, c'est rapide, c'est réconfortant. Je confirme que un petit peu de riz à côté, à la fois pour équilibrer le plat et avoir peut-être une meilleure satiété à la fin du repas, ce serait bien. Puis ça permettrait aussi de ne pas gâcher la sauce et profiter d'éponger avec le riz. Mais en tout cas, cette petite nouveauté végane de chez Koro, moi je valide, je la trouve très satisfaisante. Et comme toujours, ça vous le savez, vous l'avez vu arriver à un moment ou un autre, c'est le moment de vous rappeler que j'ai un code promo sur le site koro.fr, donc vous pouvez profiter et obtenir moins 5% sur votre commande, le code Sébastien Cardinal. Et oui. Donc profitez-en, il y a quand même beaucoup de références véganes qui valent vraiment le coup, je trouve. Avec le temps, je trouve que moi, ma cuisine est envahie de produits Koro parce que je les reprends systématiquement, parce que la qualité est au rendez-vous. Et je trouve que ce sont des produits, parfois, qu'on trouve assez facilement dans les commerces de proximité, mais parfois à un prix plus élevé, avec une qualité moindre. Donc autant en profiter, faire des vraies belles grosses commandes directement sur Koro, être livré. Comme ça, je me fatigue moins et je me casse moins le dos. Alors, je vous ai déjà parlé dans une vidéo il y a quelques mois déjà de la Coulée Verte, qui est une promenade sur un ancien viaduc qui s'était transformé en jardin que je trouve absolument génial. Bien, il faut savoir qu'en dessous de ces jardins, il y a toujours les arcs de l'aqueduc qui ont été réaménagés dans un projet pour favoriser l'artisanat local. Et on va trouver sous ces arcs différentes boutiques aménagées avec des thématiques très diversifiées qui vont de la lutherie à l'orfèvre, en passant par les souffleurs de verre à la confiture. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un endroit que je viens de découvrir, qui est tout neuf. C'est une distillerie au cœur de Paris. Oui, messieurs, dames. Alors, on va aller faire un petit tour, on va aller déguster des trucs et on verra bien ce que ça vaut. Bon, bah, avant d'aborder ce sujet avec sérénité, nous allons nous libérer des obligations légales, car n'oubliez pas que l'alcool est dangereux pour la santé et qu'il faut le consommer avec modération. Maintenant, vous êtes prévenus, prenez vos responsabilités. Donc, je vous disais, une distillerie au cœur de Paris. Et oui, c'est possible. Nous sommes à la distillerie du Viaduc. Et qu'est-ce qu'on fait ici? Eh bien, divers alcools. Et pour en parler, je vais laisser les professionnels vous expliquer leur démarche. Bon alors, messieurs, merci de me recevoir. Vous pouvez vous présenter et expliquer un petit peu votre démarche. Bienvenue à la distillerie du Viaduc. Donc moi c'est Théo, cofondateur de la distillerie du Viaduc qui a ouvert donc en juin ses portes. Et puis Quentin, le deuxième fondateur de la distillerie. Bon alors Théo, qu'est-ce que vous faites ici exactement? Alors concrètement, donc, comme je disais, on a ouvert nos portes en juin et depuis qu'on s'est installé avec nos alambics qu'on peut voir derrière, on réalise des spiritueux à base de plantes principalement, un peu de fruits, un peu aussi de matières premières que sont la bière en revalorisation. Et nous, on s'est fixé comme cadre de faire avec 100% de plantes françaises nos boissons, donc en provenance d'Auvergne, du Val-de-Loire ou de Provence. Le deuxième objectif qu'on s'est fixé, c'est de ne mettre aucun intrant, donc pas de sucre ajouté, pas de chimie dans nos boissons. On est vraiment à faire attention à la filtration et à la manière dont on a de produire. Et puis au-delà de ça, on est aussi labellisé agriculture biologique. Donc pas qu'on soit des ayatollahs du label, mais en tout cas c'était aussi pour se faire un peu identifier par la population parisienne. Déjà qu'il faut faire un peu de pédagogie sur ce qu'est la distillation. On aime bien avoir le petit carton vert qui nous valide auprès de certains. Ok. Et alors bon, bah forcément question, parce que c'est mathématique. Là aujourd'hui, toute votre production est végane. Oui, c'est mathématique. Tout est vegan chez nous, effectivement. Et c'est ça qui est cool. Ouais. Bon, et donc, quelles sont vos spécialités? Qu'est-ce qu'on boit ici?
Eh ben, on a commencé tout d'abord par faire du gin et du pastiche, parce que c'est déjà tout simplement les alcools où il n'y a pas besoin de vieillissement. Mmh. Donc on peut les consommer tout de suite, les produire et les vendre dès qu'on a fini de les produire. Après, on s'est orienté vers des alcools un peu plus exotiques, si on peut dire. On a fait de l'aquavit, qui est un alcool scandinave. On a orienté aussi vers une menthe. Et puis là, on commence à travailler les eaux de vie plus traditionnelles. Comme disait Théo, on a revalorisé de la bière. On a fait ça aussi avec du cidre. Et bientôt, prochainement, on va distiller du vin qui avait un problème, un petit défaut. Et donc, au lieu de le jeter à la poubelle, eh ben, on va le sauver, en faire une belle eau de vie. Bon, alors, il y a un truc qui m'a fait sourire, c'est que dehors, c'est marqué, en gros, fait par des jeunes avec des méthodes de vieux, si je me souviens bien. C'est bien ça. Ça se concrétise comment? Bon, pour faire très simple, c'est que nous, on a des alambics vraiment traditionnels. Pour synthétiser, c'est vraiment comme il y a 100 ans, les papys dans les campagnes, ils faisaient pareil. Les bouilleurs de cru? Exactement, les bouilleurs de cru ambulants qui se baladaient de village en village, bah là on a les mêmes alambics mais sans les roulettes, quoi. On est fixé ici. Donc il y a vraiment zéro technologie, il faut imaginer ça comme vraiment une grosse casserole qu'on chauffe avec une flamme et c'est plus de la cuisine qu'une espèce de science mystique. C'est vraiment une casserole qu'on va chauffer pour faire s'évaporer l'alcool et les plantes et concentrer le goût et le degré d'alcool. Et après, on le refroidit avec de l'eau froide quand il est en vapeur pour se recondenser. C'est vraiment très basique. Et bien ici, c'est comme ça qu'on fait. Et du coup, bah, quand on distille, il faut être toujours devant son alambic, il faut toucher, il faut sentir, il faut goûter, il faut voir s'il y a des vapeurs qui partent ou pas. Voilà, il faut goûter l'alcool qui sort à 80 degrés de l'alambic aussi, ça fait partie du métier. Ah oui, bravo. Il faut avoir le palais bien attaché. D'accord. Donc en fait, là, c'est vraiment vos sens humains qui parlent. Il n'y a pas de technologie, il n'y a pas d'ordinateur pour vous analyser, Non, pour analyser exactement. des courbes en disant, hey, c'est maintenant. Il n'y a pas de bip de sirène qui vous dit, c'est prêt. Non, on a juste 2-3 outils pour nous aider à guider. On a un thermomètre pour savoir à quelle température sont les vapeurs Quand même, et un alcoolmètre qui nous dit à quel degré d'alcool sort l'alcool de l'alambic. ça vaut mieux. Ça nous donne 2-3 critères pour savoir si on est au début, à la fin, si ça va trop vite, passer vite, mais tout le reste c'est au toucher et au goût. Ok. Bon. Bah, propos de goût, je pense que va falloir passer aux choses sérieuses. Avec plaisir. Bon, eh ben, je suis prêt. Je suis prêt à découvrir vos produits. On commence par quoi? Et bah donc du coup, je te propose de commencer par notre gin classique, donc le standard qu'on a produit pour notre couverture au mois de juin. Donc on est sur un profil aromatique assez rafraîchissant, estival, ludique et polyvalent. Hein. Donc on peut aussi bien le boire sec qu'en mixologie. On est sur une base de gin assez classique, baie de genièvre, coriandre. Après on va aller sur le thym citronné, la verveine, un peu de gingembre, d'aneth et du citron de menthon. Donc on a vraiment, comment dire, toute une couleur citronnée qui est assez sympathique, tu me diras. Intéressant. Oui. Bon, vas-y doucement sur les verres parce que je. Hop. Voilà, c'est très bien. Je suis un professionnel, vous le savez. Pas là pour se mettre bien, mais mieux comprendre. Car effectivement, le nez est très très vif, très frais. Ça ouvre un peu les naseaux. Hein. Tout à fait. Et on sent déjà le côté citron, l'ambiance agrume qui revient. Oui. Ah, c'est très floral, explosif, tout en fraîcheur. Et là, la finale, sur le gingembre, je la sens, la petite chauffe légèrement poivrée. Et le citron. Oui. Le citron qui finit tout, quoi. Évidemment. C'est très très bon. Alors, quand même, je ne suis pas du tout connaisseur de gin. Je n'y connais rien, j'en ai bu très peu dans ma vie. Donc moi, je découvre le gin artisanal et je peux vous garantir que rien que ça n'a rien à voir avec les daubes qu'on trouve en supermarché qui ne servent qu'à faire des mauvais cocktails. Bon, voilà, petite parenthèse, mais je tiens à le préciser. Ça aura son importance pour la suite, je vous explique après. Bon, je finis comme ça. Oui. Et à titre informatif aussi, la grosse différence que tu peux avoir avec les conventionnels, c'est que comme nous, on utilise des alambics artisanaux, on va, de par le processus qu'on applique avec une macération de 24 heures de nos plantes, puis le déversement du macérat dans l'alambic, sécréter un petit peu d'huiles essentielles et donc développer une chair un peu plus ample en bouche, une texture un peu plus veloutée. Ouais. Et ça, c'est un peu le style de la distillerie du Viaduc. Ah, tu es en train de donner tous les secrets de fabrication. Il faut venir goûter maintenant. Ah ben, c'est ce que je fais. Bon, alors cette mise en bouche m'a beaucoup plu. Passons à la suite. Eh bien, on était sur un profil aromatique estival, comme je disais. On va partir un peu sur la période qu'on est en train de finir de traverser avec un gin qu'on a appelé automne, pas qu'on puisse le boire
à d'autres moments que l'automne. Enfin, Ah oui, puisqu'on ça reste, doit le boire que à l'automne, justement. On peut le boire à d'autres endroits. ça se périme pas Non, dès qu'on rentre en hiver, d'accord. Non, exactement. Donc là, on est sur vraiment une trame un peu plus boisée, peut-être aussi un peu plus exigeante. Donc on va être sur la sauge, la racine d'angélique, Ça me parle. fenugrec. Mhm. On a un ingrédient phare qu'on aime beaucoup qui s'appelle l'aspergillodorante. Ouais. Parce que comme toutes nos plantes proviennent de France, il faut aussi qu'on trouve des similarités avec des notes comme de la vanille, mais sur d'autres Ouais, bah plantes, oui, des plantes donc là, t'es oubliées. bien dedans, quoi. Et donc, je te laisse goûter. Plus à déguster sec. Pardon. Il n'a pas bu avant de parler. Oui. Ça, Je ça te peut laisse, pas- je te laisse goûter. Ah oui, le nez est beaucoup plus sous-bois, quoi. Tu vois. Exactement. Ça reste frais quand même. Hein. On n'est pas sur quelque chose de trop lourd. Mais le nez est très différent. Là, le but du jeu, c'était de retrouver un peu les émotions d'une balade en forêt. Donc un peu de mousse, de humus, C'est ça. Hein. un peu de champignons aussi. Tu le vends bien, mais c'est ce que j'ai en bouche, avec juste la note un peu capiteuse, un peu liquoreuse, qui pour un gin c'est surprenant. J'attendais quelque chose de plus sec. Et ça n'a rien à voir, bien sûr, mais ça m'évoque un peu la bénédictine par certains points, sans le côté ultra sucré, tu vois. Ouais, ok. Tu vois mais ça doit être le mélange de plantes qui me. Ouais, ça. Puis après, c'est toujours une histoire de sensibilité aussi. Ouais. Mais ça reste un gin. Je veux dire que t'as quand même le genièvre qui est quand même très présent. Il est assumé. Tout à fait. Hmm. C'est bon. C'est Merci. très très bon. Et je comprends ce que tu veux dire par en nuance sur un gin plus de dégustation Tout à fait. que ça, je vois pas ça dans un cocktail. Ce serait presque dommage. Le produit est suffisamment fin pour se suffire lui-même. Alors après, comme tu dis, ne pas forcément être un grand connaisseur des gins, Ah, pas du tout. nous, on Ouais. invite à les boire sec en fin de repas, par exemple. Mais s'il y a du tonic qui est peu sucré, il n'y a aucun problème pour les boire Ouais. un peu cassés. C'est pas un sujet pour nous. Et ben, toi, justement, pour moi, c'est exactement l'idée d'une fin de repas un soir. Et ben, c'est comme C'est ça ce qu'on que ça l'a pensé. m'évoque. Bon, Super. bah, on est bien, on est raccord. À ne pas oublier le feu de cheminée quand même. À Paris, Quand c'est on chaud, peut. quoi. Paris, c'est chaud. Ok, donc là, on a fait les 2 gins que vous produisez. Oui. Qu'est-ce que tu me proposes de découvrir ensuite? Et ben, je te propose de découvrir un équivalent du gin, mais du côté scandinave. Donc Ouais. l'Aquavit, c'est un peu leur gin à eux. J'ai mauvais souvenirs d'Aquavit dans ma jeunesse. J'aimais pas ça du Tu tout. m'as dit, ouais. Donc, c'est le moment de me faire changer d'avis, peut-être. Ou pas. Oui. Là, on part dans une zone de risque pour moi. Et ben, donc l'Aquavit, pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas cet alcool, c'est un alcool traditionnel scandinave, bu en Suède, Danemark, Ouais. Norvège, et qui est souvent conçu pour des dégustations en accompagnement de poissons, du hareng fumé, du saumon fumé. Donc là-bas, forcément, comme certaines boissons traditionnelles françaises, chez eux c'est la même chose, des arômes artificiels. C'est peut-être pour ça que tu as eu un mauvais avis sur le sujet. Nous, on est toujours sur notre histoire de plantes et de 0,130, donc carvi, aneth, zeste d'orange. D'accord. That's it. Ok. Je me souviens du goût très fort d'Annette, tu vois, dans ce que j'avais dégusté il y a longtemps. Mais, donc, avec un tofu fumé, ça marcherait bien. Tout à fait. Allez, c'est parti. Souhaitez-moi bonne chance. Ouais, le nez est très différent, déjà, c'est très rassurant, mais on sent le côté très frais de l'Annette, le côté assez verdoyant, quoi. Mhm. Et alors, je suis spolié parce que tu m'as dit qu'il y avait du carvi, et là, je le sens. Oui, Ça, c'est une épice que j'adore cuisiner, et là, je le sens tout de suite. Cela dit, j'aime beaucoup cuisiner avec les baies de genièvre aussi. Oui. Les deux ensemble, c'est magnifique. Mmh. Oh, c'est une bonne surprise. tant mieux. Ah, c'est un charme fou. C'est vraiment le carvi qui attaque. Avec beaucoup de rondeur. Et l'Annette, elle vient souligner l'ensemble de manière assez délicate, quoi. C'est pas l'attaque que j'avais en tête, tu vois.
Et t'as une sucrosité naturelle qui remplit bien le palais. C'est très doux et à la fois il y a une puissance que c'est. Oui, il y a un peu de fenugrec Ouais. que j'ai oublié de signifier tout à l'heure. Bon, ça je le sens pas très honnêtement. C'est ça qui donne cette sucrosité, Ok. en plus des zestes d'orange. Et je sens pas l'orange non plus, toi. C'est vraiment des renforts de saveur. C'est ça. C'est ce qui crée l'équilibre qui, au final, a priori, t'a un peu plus convaincu que tes Je suis précédents. convaincu et je suis réconcilié avec l'aquavite. J'aurais moins d'a priori et si on m'en propose un jour. Tant mieux. C'est Hmm. assez chouette à boire au moment de l'apéritif avec des petites olives, des choses comme ça. Ça se boit bien frais. Ça se boit bien frais, ouais. Si possible. Là, c'est une bonne température. Bah, la pièce est fraîche. La pièce est assez fraîche, on est sur une Mais, dizaine de degrés au viaduc. Hmm. Bah, c'est bon. C'est bon. Bah oui. Bah oui. Alors, maintenant que tu m'as réconcilié avec l'aquavite, je vois qu'il y a d'autres choses. Oui, On va sur quoi? alors on va sur une menthe. Menthe. Donc il faut savoir que c'est un produit qui est très spécifique à la distillerie du Viaduc. En termes d'appellation, on est sur quelque chose d'un peu fantaisiste presque, Ouais. dans le sens où on n'est pas sur une liqueur, on n'est pas non plus sur une eau de vie, puisqu'on Mhm. est sur un titre d'alcool un peu plus inférieur à une eau de vie. D'accord. On est sur une sorte d'infusion à la menthe. Donc on va avoir Mhm. menthe douce, menthe poivrée et une menthe pamplemousse qui va normalement terminer sur une touche d'agrumes qu'on devine en fin de bouche. C'est intéressant, c'est intéressant. Moi, j'aime beaucoup la menthe de manière générale, donc déjà, je suis pas trop à convaincre sur que ce soit bon. Mais alors, tiens, mon nez s'approche du verre, et tu as parlé de thé à la menthe, et c'est exactement ce que j'ai au niveau des arômes. C'est ça, c'est ça. Bon. Ah, c'est très inattendu parce que tu le vends bien, parce que c'est exactement ce que j'ai en bouche. On a quelque chose de beaucoup plus sec. On s'attend à une sucrosité assez importante avec la menthe. Généralement, on va parler du vulgaire Jet 27. Mhm. C'est un peu le truc de référence quand les gens parlent d'un alcool à la menthe. Bon, ça c'est... Non. Ok. Moi, ma référence, c'est le Berliner Luft, qui est Oui. l'alcool de Berlin, qui est aussi un alcool blanc très puissant en menthe, très très frais, mais sucré. Et là, j'ai une sucrosité naturelle, mais je sens qu'il n'y a pas de sucre. Oui. Et il y a une complexité, tu sens le côté infusion. Mhm. On n'est pas sur la menthe fraîche, on est sur l'infusion. Et je trouve ça très très intéressant. On est sur de la menthe séchée, donc c'est Ouais. aussi pour ça qu'on a ce côté infusion. Bah, ça se retrouve et c'est très plaisant. Il y a un côté digeste, pas lourd, tu vois. Bah, il faut savoir que c'est le spiritueux avec lequel certains des restaurateurs avec qui on travaille pensent des desserts, par exemple. Ah, je Donc, comprends. C'est quelque chose qui vient pas alourdir un bon repas. C'est quelque chose qui vient juste presque donner une dernière touche de légèreté, de finesse. Ok. Bah, je pense que c'est réussi. Ça s'y prête bien en tout cas. Ah, mais donc tu as déjà préparé la suite. On n'a Eh pas oui. de temps à perdre. Magie. Donc là, le pastiche qui est un pastis. Oui. Sans l'appellation pastis. Non, non, j'entends bien, j'entends bien. Bon, alors là, est-ce que tu vas réussir à me convaincre? Alors, je te convainc déjà par les arguments du nom du pastiche. C'est que concrètement, c'est notre recette, donc on a voulu avoir un nom qui est très identifiable au Viaduc. Ouais. Et au-delà de ça, c'est aussi que comme on a notre contrainte créative de faire que avec des plantes françaises, on a décidé de ne pas utiliser la badiane qui pousse exclusivement en Asie. Ouais, c'est de la Chine généralement, le produit. Exactement. Ouais, tout à fait. Donc on a choisi de prendre que de l'anisberge, fenouil, un peu d'aneth, de la réglisse française, du thym citron, pour avoir un profil aromatique qui se rapproche beaucoup du pastis classique, sauf qu'on est plus sur de la douceur que de l'âpreté. Comme les D'accord. pastis Ricard ou 51 qu'on connaît tous. J'ai très peu connu parce que je n'aime pas du tout le pastis. Ah, zut, c'est vrai. Pour Eh ceux ben, qui normalement- suivent, hein, moi je suis quand même un amateur d'absinthe à la base. Et on fait souvent le raccourci que l'absinthe a été remplacé par le pastis.
Ce qui n'est pas totalement faux en termes d'essor marketing, mais c'est pas totalement vrai en termes de création de produits. C'est pas la même chose. Et autant l'absinthe, je suis un grand fan, que le pastis, j'ai toujours trouvé ça assez lourd et vulgaire. Ben, ne cachons pas nos mots. Oui. Donc est-ce que là, je vais... Alors déjà, ah oui, Donc là, on est sur une robe qui est forcément un peu plus bah, t'as pas la jaune, badiane. parce qu'on n'a pas la badiane qui en fait est chargée en anétol, une molécule qui participe au fait que le liquide louche, donc Ouais. prenne une robe blanche. Exactement. Là, on a vraiment un jaune, un vrai pastis Déjà, c'est surprenant. très artisanal. Alors, je précise quand même que je ne suis pas hermétique aux alcools à base d'anis. Mhm. Style, tu vois, le raki, l'ouzo, des trucs comme ça. Oui, bien sûr. Ça passe. Ouais. Donc, toi, voilà, je ne suis pas non plus trop frileux. Et le nez me fait penser plutôt à du raki. C'est marrant. Et ben nous, comme il a fallu en fait trouver la sucrosité de manière naturelle, on a structuré notre pastiche autour de la réglisse qui avait beaucoup de notes sucrées. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle on peut presque trouver des similarités avec le Pontarlier, Oui. qui est un anisé, une anisette en fait, sans rapprochant, qui n'utilise pas de badiane. Et donc du coup, on a une trame aromatique plus C'est ouais, très intéressant. presque comme le bonbon qu'on mangerait. Ouais, C'est- oui, je vois très bien les petits bonbons en question. Alors, je suis agréablement surpris parce que je me retrouve avec un profil relativement cousin de l'absinthe, Mhm. sans l'absinthe. C'est-à-dire qu'on n'a pas ce trait d'amertume particulier, ce côté herbacé très profond. On l'a pas, mais on a tout le spectre que j'ai dans des absinthes assez équilibrés. C'est très intéressant. Et du coup, oui, ça me plaît. Ça me plaît. Et c'est quand même un peu un sans faute. Hein. Ce pastiche, il est seulement macéré. Donc c'est aussi ça qui fait sa différence avec les absinthes classiques. Ouais. On est beaucoup plus enveloppant, beaucoup plus moelleux que l'accoutumée. Ouais, c'est moins sec. Mais c'est très bon. Et ouais. C'est très bon. Merci. Bon, bah, j'arrête là. On va bientôt conclure. Je finis mon verre. Mais en tout cas, merci pour cette dégustation, cette découverte. Et ben de rien, merci d'être venu. Bon, parlons de la douloureuse, parce que vous imaginez bien que des produits d'une telle qualité, ça a un certain coût, et c'est normal, il faut en parler. On oscille entre 35 et 60 euros selon le produit, selon la bouteille, et je sais d'entrée de jeu que certains diront, mais c'est très cher, mais parce que vous n'avez pour référence que les produits de supermarché qui sont industriels, souvent bas de gamme, pas très bons. Et il y a forte probabilité que, comme moi, vous pensez connaître un produit, je parle par exemple du gin, dire bah ouais, le gin c'est ça, donc je n'aime pas. Et en fait, c'est comme pour tout. Dès qu'on va sur l'artisanat, qu'on va sur des choses bien faites, maîtrisées, avec une intention, ça change totalement la donne. Je vous parle très régulièrement de café de spécialité, ce qui n'a rien à voir avec du café grand-mère acheté chez Casino. Je vous parle souvent de bière artisanale, ça n'a rien à voir avec un pack de 6 de crocs. C'est pas le même prix, c'est pas le même univers, c'est pas la même démarche, et surtout, c'est pas le même plaisir. Donc, gardez bien ça en tête. Mieux vaut s'offrir une bouteille, la consommer gentiment, avec sagesse, et prendre un vrai plaisir plutôt que de la quantité pas chère. C'est ma philosophie, vous le savez, et j'espère que vous la partagez. En tout cas, si vous voulez découvrir les produits de la distillerie du Viaduc, je vous mets le lien en barre d'infos comme il se doit. Alors cette semaine, il y a un sujet qui a pas mal occupé mon esprit parce que j'ai pas le choix et que voilà, je me suis dit j'avais envie d'en parler avec vous, mais avant tout, petit disclaimer de circonstance. Vous le savez, cette chaîne est apolitique et je considère que mes opinions personnelles ne regardent que moi et non pas à être exposées publiquement, voire à vous influencer dans mes idées. Ce n'est pas du tout mon propos et je me refuse d'ailleurs de le faire. Cela dit, si je n'ai pas envie de parler de politique, j'ai envie de vous faire part de mes réflexions
autour de ce que l'on vit en ce moment, à savoir, pour ceux qui ne sont pas en France, qui ne sont pas au courant, parce qu'un petit rappel, hein, nous sommes dans une conjoncture très tendue en France parce qu'il y a donc cette réforme sur les retraites avec une très large opposition et avec grand nombre de manifestations, grèves, etc. Et il y a des conséquences. Donc vous l'aurez compris, mon idée n'est pas de juger du bien fondé de cette réforme ou de la légitimité des revendications de ceux qui sont contre la réforme. Je ne prendrai pas parti, ce n'est pas du tout le sujet. Aujourd'hui, en tant que Parisien, je subis un des effets de la conjoncture, à savoir la grève des éboueurs. Alors, effectivement, ce n'est pas bien grave en soi, sauf que la réalité est que au quotidien, ça a un impact relativement important en termes d'hygiène publique, de sécurité de circulation sur les trottoirs, etc., etc. Je passerai rapidement sur les pauvres touristes qui viennent à Paris en ce moment et qui doivent avoir une image particulièrement triste de la capitale et qui ne doivent pas se sentir très très bien accueillis. Et ça, c'est un autre sujet. Il fallait choisir une autre date, peut-être. Mais bon, on ne choisit pas toujours. Bref, c'est vraiment pas le problème qui m'importe, c'est plutôt, voilà, au quotidien, depuis presque 2 semaines maintenant, nous n'avons plus de ramassage de poubelles et ben, ça s'accumule énormément. Et ben c'est ça qui me choque le plus. Parce que oui, on pourrait s'en prendre justement aux grévistes en disant voilà, ils ont qu'à faire leur boulot et puis voilà. Bon, c'est un peu réducteur, je pense, comme pensée. Mais moi, ce qui me frappe finalement, c'est cette quantité de déchets qui sont rejetés plusieurs fois par semaine dans les rues. Et comme ils sont absorbés en temps normal plusieurs fois par semaine, au-delà de l'heure de sortie des poubelles sur la voie publique, c'est assez invisible finalement. Et là que ça ne disparaît plus et que ça s'amasse, on prend vraiment en pleine face ces montagnes de déchets qui s'accumulent et c'est d'un triste parce que tous les jours, il y en a de plus en plus, et ce n'est pas prêt de s'arrêter. Et ce qu'a fait cette grève, pour moi, c'est mettre en évidence notre problème de surconsommation et ce qu'on rejette. En fait, quand on est dans mon profil, à savoir sensibiliser à la question du tri de nos déchets, et ce depuis de très nombreuses années, c'est vrai que ça paraît être un acquis. Je trie le verre, le carton, le plastique, et puis les déchets autres ailleurs. Et chez nous, nous avons même des petites poubelles pour une sorte de compost, pour les déchets style alimentaire. Donc, j'ai 4 points différents pour trier mes déchets. Et j'en ai l'habitude, et ça ne me pose aucun problème au quotidien, c'est pas une charge, j'ai le bon réflexe. Et pour moi, c'est un acquis. Pourtant, je constate que dans les poubelles, on voit souvent tout et n'importe quoi de manière mélangée. Et j'ai souvent le sentiment que, moi, les efforts que je fais ne servent pas à grand-chose. Parce que il suffit de voir les fameuses poubelles jaunes dans lesquelles on est censé mettre typiquement les emballages, hein, que ce soit de la conserve en métal, des emballages plastiques ou des cartons ou du papier, ce genre de choses. On n'est pas censé les mettre dans des sacs poubelles, on n'est pas censé mettre des choses sales au sens d'autres types de déchets qui peuvent souiller les déchets recyclables. Et c'est rarement respecté. Donc est-ce que ça sert encore à faire quelque chose? Et là, c'est dans la rue, et on ne voit que ça. Un mélange de tout, de n'importe quoi, sans aucun respect du type de contenant. Tout est mélangé, je vois du verre dans des poubelles vertes qui débordent,
de la litière pour chat qui est éventrée sur la poubelle jaune, je vois des boîtes de conserve sur des poubelles pour le verre. Enfin, on marche sur la tête. On marche sur la tête. Et je ne suis pas certain que ce soit à cause de la grève. C'est juste que là, on le voit, et on le voit à tous les coins de rue. Donc c'est pas un cas isolé, c'est dans chaque immeuble, il y a des gens qui font absolument n'importe quoi. Et alors, comme je vous le disais, ça fait donc à peu près 2 semaines qu'on est effectivement les pieds dans les déchets, et la sagesse voudrait d'éviter de sortir des déchets sur la voie publique en plus, et de les garder chez soi, de les stocker quelque part en attendant un retour à la normale. C'est ce qu'on fait avec Laura. On a des cartons dans lesquels on met bien à plat, bien pliés, tous les emballages, que ce soit une brique, effectivement, s'il est tétrabrique, tout est bien aplati. S'il y a des boîtes en carton d'emballage, je démonte tout pour que ce soit le moins encombrant possible et de compacter tout ça dans des cartons que je mets sur le palier, faute de mieux, en attendant de pouvoir les mettre dans les bacs adaptés. Et ça me paraît évident, sauf que je me rends compte que dans mon immeuble, je suis bien le seul à faire ça. Et je me rends compte surtout que dans la rue, les gens continuent à sortir les poubelles à même le trottoir, comme si de rien n'était, malgré qu'il n'y a pas de ramassage, que la grève est reconduite et qu'il y a des intempéries. Parce que oui, on a un effet bonus. Non content de s'entasser, on a en ce moment des épisodes de pluie. Donc, imaginez tout ce qui est carton, comme c'est détrempé et que ça fait une sorte de purée marronasse sur les trottoirs, particulièrement glissante. Donc, ça peut être même dangereux quand on circule sur les trottoirs. Vous avez des sacs qui sont éventrés et qui se remplissent rapidement de l'eau de pluie et ça marine. Donc, ça exhale encore plus les parfums sensuels et suaves des poubelles, ce qui est absolument atroce. Ce qui fait que dans les rues de Paris, nous avons une odeur pestilentielle et malsaine. On en est là. On en est là. C'est un peu surprenant que les gens ne réagissent pas en se disant je ne vais pas en rajouter, puisque c'est déjà quasi impraticable. Il faut arrêter. Mais les gens n'arrêtent pas et je les vois faire. Donc forcément, ça m'agace un peu. Je serais curieux de savoir, à la fin de ce conflit social, combien de tonnes de déchets auront été accumulés dans Paris. Parce que c'est déjà colossal et c'est très très inquiétant. Mais c'est pas fini. Donc on verra le score final. Mais je pense que ça va pas faire plaisir. Mais est-ce que ça fera réagir ? Je sais pas pourquoi je suis pas optimiste sur la question. Et alors c'est marrant parce que sur internet, je lisais des réflexions justement sur la question qui allaient dans mon sens de la remarque de la gestion des déchets et de la production de déchets. Et quelqu'un disait, en fait, il serait peut-être temps de vraiment valoriser le vrac et d'arrêter d'avoir des suremballages. Et malheureusement, même si je trouve que l'idée est séduisante, faudrait-il encore que le vrac soit moins cher que les produits qui sont déjà emballés, puisqu'on ne paie pas l'emballage ni le marketing, donc on devrait avoir un coût inférieur. Faudrait-il encore que le vrac soit sanitairement sûr et qu'on ne se retrouve pas à avoir des farines qui rancissent rapidement ou qui développent des mythes alimentaires. Il faudrait sortir de l'image de vrac égale bio, puisque si on reste sur ce schéma, on se rendra compte que le vrac sera toujours plus cher que du conventionnel. Donc, pour les gens qui ne s'intéressent pas du tout au bio, ils s'intéresseront jamais au vrac. Bref, je pense que c'est très illusoire de miser sur le vrac dans l'état actuel pour régler le problème. Parce qu'il ne répond pas à la réalité du quotidien de chacun, tout simplement. Et surtout, en vrac, même si ça se développait, il y a plein de choses qu'on ne trouverait pas. Donc on serait de toute façon obligé de générer des déchets. Donc le tout vrac 100%,
Le vrai zéro déchet, il est improbable, à moins de tout faire maison et de ne pas vouloir du tout consommer de bons produits véganes que font des grosses sociétés dont je vous parle régulièrement. Bref, voilà, c'était juste cette petite réflexion qui me trotte dans la tête depuis cette semaine sur cet envahissement des déchets qui... oui, on peut blâmer ceux qui ne les ramassent pas, mais j'aurais tendance à encore plus blâmer ceux qui les produisent. Et j'en fais partie, mais malgré tout, je me dis que je fais quand même beaucoup plus d'efforts que ce que je constate ailleurs. Donc c'est pas parfait, mais au moins j'essaye des choses. Et je vois que c'est pas forcément le cas partout autour de moi. Et vous alors, est-ce que vous réussissez à gérer vos déchets de manière raisonnable, à essayer d'en produire le moins possible? Encore une fois, je suis vraiment pas dans cette idée du zéro déchet absolu, parce que pour moi, il est pas pragmatique, même si j'en comprends le sens. C'est pour moi irréaliste dans une société comme la nôtre, et très prise de tête. Donc bon, et je me garderai bien de juger qui que ce soit sur la question, mais je serais curieux, est-ce que vous réussissez à diminuer avec le temps vos déchets? Est-ce que vous réussissez à les gérer correctement? Est-ce que vous avez des astuces? Est-ce qu'au contraire, vous les subissez, mais avec une certaine fatalité? Voilà, partageons ensemble. Et puis si, comme moi, vous subissez les grèves dans ce confort du quotidien dans les rues, eh bien, bon courage à vous. Et je souhaite encore plus bon courage aux éboueurs, parce que le jour où ils vont reprendre le travail, ils vont avoir vraiment une horreur à affronter. Et ça va être d'une très grande pénibilité. Et je les plains par avance, parce que c'est vraiment des gens qui font vraiment un travail très utile, assez invisible et souvent méprisé, ce qui n'est pas du tout légitime. Et peut-être que c'est dans ce genre de circonstances que les gens peuvent aussi se rendre compte qu'il y a des petites mains qui passent tôt le matin ou tard le soir pour faire en sorte que voilà, les abus de poubelles disparaissent comme par magie. Mais il n'y a pas de magie, il y a juste des humains qui travaillent derrière. Donc voilà, bon courage à tout le monde. Bon les amis, je suis de retour chez Jimmy's Street Food parce que il y a du lourd. Alors vous me direz, comme d'habitude, et je confirme, comme d'habitude, il y a une proposition gourmande qui fera trembler toutes les personnes qui essayent d'avoir un régime équilibré, mais ce n'est pas mon cas. Donc aujourd'hui, on va tester un burger qui est le Cheesy Burger. Et qu'est-ce que c'est? Eh bien, un assemblage d'une croquette de fromage fondant avec du bacon maison, tout ça dans un bun avec une petite sauce qui va bien. Il n'y a pas de steak végétal. Ouais, c'est que du fromage qui coule. La promesse est élevée. Et alors, non content de nous proposer un nouveau sandwich, il y a aussi des loaded fries. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, ce sont des frites avec des trucs par-dessus. Et il y a un autre plat side, c'est le Dirty Mac and Cheese. Comme le nom l'indique, c'est un mac and cheese, chose qui est classique chez Jimmy's Street Food, mais cette fois-ci chargé avec d'autres trucs. Donc ça a l'air assez décadent. Bon, pour manger tout ça, je ne suis pas seul dans cette aventure, comme vous pouvez vous en douter. Je vous laisse juste 2 minutes parier avec qui je suis. On va voir si vous avez raison. Eh ouais, bah ouais. Bon les amis, vous êtes prêts? Toujours. Ça vous fait pas peur? Ça va, on est 3. Je sais pas si je vais réussir à finir, moi. Bah écoute, t'as commandé, tu finis, hein. On te regarde. T'as pas le choix. D'accord. Bah oui. Je vais commencer par le Dirty Mac and Cheese, parce qu'il me fait vraiment de l'œil. Et puis c'est le plat qui est le plus proche de moi sur la table. Donc déjà, on a vraiment des grosses pâtes bien crémeuses, bien enrobées, avec des oignons frits. Le bacon maison, il y a des jalapenos, il y a de la ciboulette. Moi, je dis oui.
Mmh. Mmh. Oh oui. Mmh. Alors, c'est pas du mac and cheese filant, mais on a quand même le côté fromager. Forcément, hein, chez Jimmy's, il y a quand même une spécialité sur la sauce fromagère, et on retrouve cette identité. Alors, le bacon, je me spoil parce qu'il est aussi dans le burger, mais il a le côté fumé, intense, croustillant, plus tendre dans sa partie blanche. C'est comme la première fois que je vois dans un resto un bacon maison de cette qualité. Très très bon. La pâte est bien cuite. Le petit oignon frit donne du crispy comme on aime. Bon, le jalapenos, c'est gentil comme piment, mais Marie, il faudra qu'elle fasse attention de ne pas en prendre. Je reprends une bouchée quand même pour confirmer. Ouais, il est vraiment top. C'est gourmand. Alors par contre, vu la quantité, c'est un plat. Ok? C'est un plat. C'est pas juste une garniture avec le burger. On lui avait dit. Ouais. Passons à présent aux loaded fries. Voilà. Donc là, on va retrouver l'oignon frit, la sauce fromagère, la ciboulette. On est sur quelque chose de beaucoup plus sobre. Mais c'est comme pas la petite frite de base. Donc, ah, c'était bon. J'avoue que le côté frite fromage, ça fonctionne toujours. Mais l'oignon frit, effectivement, ne va pas redonner une texture, mais va donner le petit goût spécial. C'est gourmand. Franchement, si vous avez envie de faire plaisir, ne prenez pas les frites classiques, prenez ça. C'est validé pour moi. Alors, monsieur Florian TDK, tu as donc commencé à découvrir ce nouveau burger avant moi. Donc, je te laisse me donner tes impressions à chaud. Ah bah, trop bon. Merci. Voilà. Allez, Voilà. fin de Salut. vidéo. La critique de Florian. Non, franchement, c'est trop bien. Bah, en fait, c'est vrai que le fromage, c'est fat, c'est ce qu'on aime. Oui. Le bacon, trop bon. Enfin, franchement, le bacon, moi, je peux le montrer en plus gros. J'ai pris un morceau avec mes doigts. Mhm. On en a plein les doigts, on aime. Et le fromage, effectivement, alors je vais essayer de prendre un morceau. Dégueulasse, hein. Je suis dégueulasse. Mais regardez-moi ça. Ah oui, ça coule bien, quoi. Franchement, impec. Ok. Je peux pas dire mieux. Là, à chaud, je peux pas dire mieux. C'est trop Impec. bon. Ok. Bon, bah, j'ai hâte de découvrir de mon côté. Ça dégouline, par contre, préparer une serviette. Oh, ouais, ok. Moi, je suis prêt. Marie, attention, arrête-toi. Je sais que tu as très envie de mordre dedans. Qu'est-ce que tu en penses de ce sub? Je ne vous ferai pas ce plaisir à la caméra. Non. Mais du coup, ouais, moi j'ai pris un sub parce que je trouve que c'est le bon compromis pour moi. Parce que moi, quand c'est trop fat, j'ai un peu du mal. Genre le steak, Ouais, je que sais. fromage, moi, non. Mais du coup, les subs en général, j'aime bien. Et là, en plus, le sétan est trop bon. De toute façon, Jimmy, tout ce qui est viande végétale, il fait tout maison. À chaque fois, c'est un régal. C'est super bien assaisonné. Les textures sont top. On est bien Et d'accord. là, j'aime vraiment beaucoup l'ensemble. Ouais. Donc, j'étais pas sûre de finir parce que c'est quand même une grosse bête. Hein. Ah, t'as déjà mangé un tiers, en fait. Mais j'ai déjà mangé un tiers et je pense que je vais le manger jusqu'à la fin. Et j'espère bien et je veux voir ça. Bon, les amis, c'est l'heure, c'est moi. Donc, je vais déguster pour la toute première fois sous vos yeux ébahis. Alors, le suspense est moins insoutenable parce que vous avez déjà l'avis de Flo sur la question et qu'il est convaincu de la gourmandise de la chose. Ça fait son poids, hein. Ah ouais. C'est surprenant. Ok. Ça, c'est un vrai concept. Alors, passons un petit peu à plus de détails. Je vais pas faire comme Florian vous dire c'est trop bon. C'est un peu sec. Même si je suis d'accord avec lui. Il a été à la conclusion, je vais prendre le chemin le plus long. La croquette de fromage pané est extrêmement gourmande. On a vraiment une chapelure un peu type panko qui est aromatisée avec différentes épices et on a cette note qui apporte encore plus de saveur. Et c'est intelligent parce que ça coupe dans le côté peut-être un peu gras et potentiellement écœurant par certains du fromage végétal. Donc ça redonne un équilibre et ça donne un jeu de texture que je trouve particulièrement bien vu. Le bacon végétal, donc je l'ai déjà goûté dans le loaded mac and cheese.
enfin le Dirty Mac and Cheese, voilà, mes neurones ne connectent plus. Donc le Dirty Mac and Cheese avec ce bacon, c'est le même. Il apporte aussi quelque chose de très intéressant, c'est-à-dire de la mâche et un autre niveau de saveur, même si c'est pas en confrontation justement avec les épices utilisées dans la panure. On a quelque chose qui fait le lien. Bon, après, pour se donner bonne conscience, il y a un peu de laitue, je ne vais pas en parler. La sauce, elle est juste à l'équilibre, elle n'est pas très forte, mais tout le reste a déjà beaucoup de caractère, donc ce serait bizarre de vouloir en mettre davantage. Ça donne juste l'unité dans la bouche, le côté un petit peu gras gourmand, comme s'il fallait en rajouter. Voilà. Donc oui, c'est trop bon, oui, il a raison, mais il fallait quand même en dire un petit peu plus. Pour les amis, bon bah voilà, hein. On vient pas chez Jimmy pour se sentir léger. Mission accomplie. Parce que j'avoue que Marie et Flo ont été un petit peu timides. On avait décidé de partager les garnitures, entre guillemets, et ouais, ils ont pioché dedans, vite fait. Mais moi, j'ai un point d'honneur, je finis tout. Aurais-je dû? Je vais me faire une longue marche, ce sera bien. Bon, en tout cas, moi, je suis absolument ravi des nouveautés que Jimmy's nous propose. Ce burger, c'est un pari audacieux, je trouve, de pas mettre justement de steak végétal, mais d'aller sur du fromage végétal pané. Et ça fonctionne super bien. Le Dirty Mac and Cheese est vraiment copieux et c'est très bon. C'est exactement ce que j'attendais. Les Loaded Fries, c'est très très gourmand et ça donne vraiment un petit level up par rapport aux frites. Donc là, moi, c'est 3 nouveautés. C'est plus que validé. Bon, et la bonne nouvelle, c'est que c'est pas une édition limitée, hein, c'est à la carte en permanence jusqu'au prochain changement de carte, quand il y aura de nouvelles inspirations qui viendront chasser les anciennes idées. Voilà. Donc, mais vous avez quand même le temps d'en profiter. Donc, n'hésitez pas à venir découvrir ça chez Jimmy Street Food, bien sûr. Et comme chaque semaine en ce mois de mars, je reviens de chez Vegami avec mes emplettes, puisque pour ceux qui n'auraient pas vraiment suivi, c'est le mois anniversaire de la création de la boutique, 14 ans déjà, et il y a des promotions sur énormément de références, et même depuis une semaine, une réduction de moins de 10% sur l'ensemble des articles proposés en boutique et sur le site. Donc bah, j'en profite, je redécouvre des produits que je n'ai pas repris depuis longtemps, mais que j'avais presque oublié. Et je teste aussi des nouveautés, et voilà, je vais juste vous montrer ce que j'ai sélectionné cette semaine. Voilà, bon, j'ai pas pris énormément de choses, mais des bons trucs, je pense. Bon alors déjà, il y a ceci, le Violife Epic Mature. C'est un cheddar maturé, qui a un goût plus puissant, et avant, Violife proposait le mature en version petite tranche pour burger et sous différentes formes. Et ça avait disparu, et ils l'ont ressorti finalement juste en bloc entier. Et je me suis dit, allez, ça fait très longtemps, j'ai envie de leur goûter. Donc c'était l'occasion. Toujours dans les fromages, je me suis repris un petit Margaux de la marque Les Nouveaux Affineurs, qui reste quand même un fromage végétal assez exceptionnel, mais ça fait très longtemps que je n'en ai pas mangé. Et puis ensuite, on va passer à cette marque que je ne connais vraiment pas du tout, Cato. Et là, on est sur un truc un peu atypique. Du tempeh de cajou. Ouais. Je sais pas du tout ce que ça vaut. Alors, ça a une bonne tête, hein. Franchement, c'est assez ferme, mais ça a quand même sous le doigt la souplesse d'un tempeh de soja classique. Ça ressemble énormément, mais j'imagine qu'au niveau du goût, il y a d'autres parfums qui sont développés, surtout que, bon, la noix de cajou, c'est pas un secret, c'est ce qui est utilisé pour faire des fromages affinés et qui va permettre un développement aromatique intéressant et une texture intéressante. Donc, ça m'a fait de l'œil. Il y avait d'autres tempeh atypiques, comme un tempeh de cacahuètes. Et je dis, ah ouais, c'est bien aussi. Mais bon, voilà, j'en ai pris qu'un, faut pas exagérer. Et donc, Cato, c'est une marque autrichienne qui a plein d'autres produits, surtout des tempeh. Voilà, je ne connais pas du tout. Et il y avait quand même autre chose, il y avait du seitan. Voilà, c'est un seitan nature, vous voyez, c'est 2 tranches façon disque, qui pourraient très bien aller avec dans un burger, alors ça peut être un peu dommage. Mais voilà, j'ai eu envie d'avoir un petit seitan comme ça, en grands morceaux, à griller à la poêle, ça peut être chouette. Et enfin, 2 produits de chez Viana. Alors ça va parler aux plus anciens d'entre vous, hein, parce que c'est
une des premières marques de produits vegan ultra créatives avec des vraies textures. Là, j'ai repris des Vienna Schnitzel. C'est super bon avec ce côté viande blanche assez tendre et la panure croustillante. Ça, toujours avec une finition d'un petit jus de citron par-dessus. C'est merveilleux. Et il y a ceci, des bratwurst. Alors oui, il y en a 3. Voilà, je sais, c'est très déplaisant, c'est contrariant, mais il y en a 3. Et pour moi, très objectivement, ce sont des saucisses type saucisse blanche qui sont parfaitement adaptées à faire des currywurst. Et ça, j'adore. Donc j'en ai repris. Et alors quand je suis passé en boutique, ils offraient à qui en voulait des paquets de raclette de chez New Roots. Donc je pense que si vous y allez là maintenant tout de suite, ce sera trop tard. Et je pense que les dates étaient très courtes et ils préféraient les offrir aux clients qui venaient d'acheter des trucs plutôt que les jeter. Et c'est tout à leur honneur. Donc moi je n'en ai pas repris parce que j'en ai toujours au réfrigérateur. Mais voilà, je trouve ça toujours bien en fait que ce soit pas des produits qui ne profitent à personne juste par principe. Il y a toujours un bon état d'esprit chez Vegani, je trouve, à ce niveau-là, entre les dates courtes qui sont vraiment à tarif réduit et le don de produits aux clients pour arrondir leur panier avec des produits, certes, en date, soit juste dépassés du jour, mais voilà, c'est mieux que dans la poubelle, ça c'est certain. En tout cas, n'hésitez pas à aller faire un tour sur le site de Vegani ou aller en boutique directement pour faire vos petites emplettes comme moi. Et n'oubliez pas que ça a une importance de continuer à soutenir des petits commerces indépendants de ce style, parce que c'est assez triste, mais on constate que depuis la pandémie, eh bien, grand nombre d'établissements purement vegan à travers la France ont fermé leurs portes définitivement, parce qu'ils n'ont pas pu résister, et que parallèlement, il faut bien reconnaître que l'offre vegan s'intensifie en grande distribution, ce qui est extrêmement pratique et profitable pour tous, mais comme toujours, l'effet de bord, c'est qu'on ressent moins le besoin d'aller dans une épicerie vegan spécialisée et faire vivre ce type de commerce, qui pourtant sont toujours vecteurs de soutien pour les petits artisans qui font des produits vegan et qui sont aussi ceux qui vont importer de pays voisins des références qu'on ne trouvera pas ailleurs sans eux. Bref, il y a encore beaucoup de choses à dire dans ces boutiques et je trouve qu'il serait dommage de s'en priver quand on a les moyens de le faire. Donc voilà, juste petite piqûre de rappel. Ne restez pas centré uniquement sur vos supermarchés locaux qui vous offrent déjà pas mal de choses. N'oubliez pas de revenir aux sources et de soutenir ces commerces qui nous ont tellement fait découvrir de choses et qui ont encore tellement de choses à dire. La série dont je vais vous parler aujourd'hui, elle est très tendance, je l'avoue. On en entend beaucoup parler et je voulais juste vous donner mon opinion parce que, oui, j'ai cédé au conseil quand on m'a dit « Ouais, c'est vraiment super ». Bon, bah, voyons. Il s'agit de la série Last of Us qui se retrouve sur la plateforme Prime Video en France. The Last of Us, c'est un jeu vidéo à la base qui a eu 2 opus et qui donc a été adapté en série. Je vous l'avoue, c'est un jeu vidéo que je n'ai pas fait, donc je ne pourrais pas vous dire si c'est fidèlement adapté, mais il semblerait que oui, il y aurait même des plans identiques entre des cinématiques du jeu vidéo et le film. Donc il y aurait quelque chose de vraiment très fidèle sur bien des points. Maintenant, dans le détail, je ne sais pas ce qu'il en est en termes d'intrigue, de personnages, etc. Quoi qu'il en soit, on va prendre juste la série pour ce qu'elle est en la sortant de son origine, puisque je ne pourrais pas m'y référer. Est-ce que j'ai trouvé que The Last of Us vaut tout ce bruit? Alors, ben, je suis en demi-teinte. Je suis en demi-teinte parce que il y a énormément de qualité. Énormément. C'est très bien réalisé. Les décors post-apocalyptiques sont super.
Les acteurs sont très bons, l'intrigue générale est vraiment bien. Le propos, c'est vrai que je ne vous ai pas parlé du propos, si vous n'en avez pas du tout en parlé, peut-être que vous me dire mais c'est quoi cette série? On est sur une série post-apocalyptique qui pourrait faire penser à une série de zombies avec une humanité moribonde qui se retrouve sous le joug une sorte de dictature militaire aux États-Unis et avec une résistance. Bon, on s'en serait un peu douté. Par contre, ce ne sont pas des zombies. Il s'agit d'une infection mondiale avec des champignons. Donc, c'est pas un virus, c'est pas une mutation. C'est un champignon ultra agressif qui prend les humains comme hôtes de développement. Et voilà. Donc il suffit d'être mordu par un humain contaminé pour que les spores se propagent dans le corps de l'hôte et se reproduisent et prennent le contrôle du corps, etc. etc. Donc voilà, on est sur un archétype de zombie, mais c'est pas du zombie. Ah, la petite différence, elle est subtile, mais elle a son importance. Bon, voilà, je vous ai mis le contexte. Maintenant, on va suivre les aventures de Joël, qui est un baroudeur. Je ne raconte pas l'histoire dans son entier, parce que sinon ça perdra vraiment de sa saveur, mais qui va devoir escorter une ado d'un point A à un point B. Voilà, je me contenterai de cette version sobre. Voilà, donc on est sur une sorte de road trip à travers les États-Unis pour aller quelque part, et bien sûr, tout ne se passe pas comme prévu, ça, vous pouvez vous en douter. Et c'est là que je suis en demi-teinte. Malgré toutes les qualités qu'on retrouve dans cette série à tout niveau, il y a quelque chose qui me pose, moi, problème, c'est le côté extrêmement prévisible de quasiment tout. Alors peut-être que moi, je suis rodé au type d'univers zombie que j'ai tellement lu, vu ou joué dans ce type d'univers que bon, voilà quoi, il en faut un petit peu plus pour me surprendre. Là, c'est évident, c'est tellement évident. Et c'est ça qui m'a un petit peu gêné, c'est que à chaque épisode, je suis pas rentré dans l'intrigue en étant surpris, en me disant ah waouh génial. Mais encore une fois, moi j'ai une culture là-dedans qui fait que oui, il aurait fallu aller beaucoup plus loin. En revanche, Laura, qui n'y connaît absolument rien, a beaucoup aimé. Donc voilà, c'est un avis vraiment personnel avec ma perception. Et encore, voilà, même si le scénario ne m'a pas emballé dans le détail, j'ai vraiment aimé la série et j'avais hâte de voir la suite jusqu'à la fin. Et il y a une fin. Il y a une fin. Bon, je vous l'annonce, il y a quand même une saison 2 qui est en prévision, mais il y a quand même une fin. À tel point que s'il n'y avait pas une deuxième saison, on aurait pu se dire tant pis, c'est pas grave, ça va très bien comme ça. Ok, bon bah maintenant que je vous ai donné mon opinion, j'aimerais bien avoir la vôtre. Pour ceux qui s'y connaissent un peu, est-ce que vous avez eu le même sentiment que moi de voir des choses déjà vues, revues, très très prévisibles, ou au contraire, je suis peut-être un peu sévère, je sais pas. Laissez votre avis en commentaire en évitant tout spoil de grâce pour tous ceux qui ne l'ont pas encore vu cette série. Ce serait quand même dommage, hein. Allez, petit moment un brin nostalgie. Quand j'étais gamin, ma mère me préparait assez régulièrement quelque chose que j'adorais, à savoir des flageolets à la crème. Et c'est curieux, mais avec le temps, c'est quelque chose que j'ai perdu dans mes habitudes alimentaires. Pourtant, bah, la crème végétale, ça existe, les flageolets sont toujours là. Alors pour ceux qui ne connaîtraient pas, on sait jamais. Le flageolet, ce n'est qu'un petit haricot, mais vert et plus petite taille, qui a un goût un peu particulier et une texture différente. Bref, c'est un haricot sec à la base et qu'on trouve en conserve et même parfois en surgelé. Et là aujourd'hui, en allant faire les courses, je suis passé dans le rayon, il y avait des flageolets, je me dis « Oh, ça fait tellement longtemps !» Donc j'ai eu envie de faire ça avec vous aujourd'hui. On va faire des flageolets à la crème avec un peu de protéines de pois pour rééquilibrer, puisque généralement c'est le genre de choses qui se mangeait avec une viande blanche de mémoire.
Donc, je vais revisiter tout ça et puis recréer un plat d'enfance de manière très très libre parce que on va aller un peu plus loin quand même. Et voilà, le travail, les amis. Vous l'avez vu, c'est une recette très simple, hyper rapide, mais le résultat, je l'espère, sera à la hauteur de mes désirs. C'est chaud. Ah, c'est bon. Ah ouais. Ah, le flageolet, ah, ça m'a toujours, ça. Hein. Là encore, on est sur un plat réconfortant, roboratif, avec des goûts simples, mais assez marqués. Vous aurez remarqué, pendant la recette, je n'utilise pas de sel ajouté, puisque le bouillon de légumes, en soi, déjà apporte tout ce qu'on a besoin, a priori, si c'est bien dosé. Donc, rajouter du sel, ce serait un peu superflu. De plus, ayant utilisé des flageolets en boîte, ils sont déjà pré-cuits et conservés dans un jus avec du sel. D'ailleurs, j'attire votre attention sur un détail qui n'en est pas un, c'est que trop souvent, dans les conserves, il y a dans le jus un bouillon de volaille, un bouillon de quelque chose animal. Donc, lisez toujours les compositions des conserves que vous achetez et principalement sur les flageolets, parce que c'est très courant. Et alors, pour ce qui est des sensations en bouche, on a vraiment ce haricot qui est petit, ferme, très parfumé, qui s'est nourri de la crème, qui elle aussi, avec les épices, la muscade, c'est très important. Hein. N'hésitez pas aussi à bien poivrer pour relever l'ensemble. Moi, je trouve que ça donne vraiment beaucoup plus de charme. Bon, et les protéines de pois texturées, parce que oui, cette fois-ci, c'est pas du soja que j'ai utilisé, mais de la protéine de pois. Eh bien, avec ce mode de cuisson que j'affectionne, eh bien, elles ont réussi à garder leur structure et leur fermeté. Parce que la protéine de pois, elle peut très vite se déliter et être beaucoup plus tendre et souple qu'une protéine de soja. Il y a quand même un petit différentiel de texture et donc de méthode de cuisson. Là, elles ont gardé cette mâche un peu plus ferme. Et pour le coup, bon, alors là, on part sur un très très lointain souvenir, ça m'a fait penser à une mâche qui ressemble à une viande style agneau. Oui, je sais, ne me regardez pas comme ça. J'ai des souvenirs bizarres. Et c'est justement ce qui était plutôt servi avec du flageolet. Donc je suis plutôt content. Ça fonctionne. On est sur quelque chose qui peut rappeler des souvenirs à d'autres personnes que moi. Donc si vous faites partie des nostalgiques de ce genre de petits plats familiaux, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. En tout cas, moi je suis très content. Et je vais me régaler tout de suite. Allez, on arrête là, je n'ai plus rien à dire pour cette semaine. Mais bon, rassurez-vous, hein, j'aurai d'autres trucs dès la semaine prochaine. D'ailleurs, je vous engage à prendre déjà rendez-vous pour 17h45 vendredi prochain. Il y aura des choses, je vous le garantis. En tout cas, merci pour votre fidélité. N'oubliez pas de me soutenir comme vous le pouvez. Voilà, avec les actions les plus simples, c'est déjà pas mal.
Et puis, on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Tchuss!